Bonjour et bienvenue à la télévision rwandaise. Place maintenant à la grande édition. Tout d'abord, le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, exhorte tous ceux qui sont concernés par la fiscalité à se servir de la technologie de facturation IBM afin d'accroître les recettes fiscales, surtout qu'une réforme a été opérée pour que l'imposition ne soit pas un fardeau, mais que la part de l'impôt dans le budget national à hauteur de 52% au cours de cet exercice puisse accroître. De la 21e édition de la journée consacrée aux contribuables, le Premier ministre a fait savoir que le problème de l'argent non remboursé aux opérateurs économiques dans le cadre de la taxe sur la valeur ajoutée sera définitivement résolu. twumve neza icyo Mwizerwa yakoze ntabwo ari uko ari wakonsuminze ibintu byinshi mu gihugu wenda biruta iby'abandi ariko yagize discipline. Iyo discipline niyo ikwiye kuturanga tukabaza IBM. Nous devons comprendre que Mwizerwa n'a rien fait d'extraordinaire à part avoir la discipline nécessaire pour utiliser la technologie de facturation IBM, discipline que nous devrions tous avoir. Nous l'avons également beaucoup réclamé lors de la cérémonie de l'année dernière et cette discipline devrait s'appliquer tant aux commerçants qu'à leurs clients. De plus, à l'avenir, nous avons l'intention de récompenser les personnes qui exigent des factures IBM lors de leurs achats afin qu'elles puissent les présenter pour examen lors de ce concours. Je voudrais que nous assumions tous la responsabilité de l'utilisation de ces machines. Même s'il faut souligner qu'il y a des gens qui se soustraient à l'impôt, nous, en tant que gouvernement, apprécions néanmoins l'attitude de la population dans son ensemble à l'égard des impôts, comme en témoigne la manière dont le pays a continué à se développer. L'Office rwandais des recettes a de sa part félicité les contribuables qui ont été très performants au cours de l'exercice budgétaire 2022-2023. Les chiffres révèlent que 2332,3 milliards de francs rwandais de recettes fiscales ont été collectés alors que l'objectif était de collecter 2250,8 milliards, soit une augmentation de 3%. Le directeur général de l'Office rwandais des recettes indique que c'est la réforme opérée dans le domaine de la fiscalité qui a favorisé l'accroissement de l'impôt collecté. Au début de cette année, le gouvernement a lancé des réformes fiscales dans le but d'alléger le fardeau de la population en général. Monsieur le Premier ministre, nous sommes heureux de vous informer que les réformes sont désormais mises en œuvre, certaines choses étant achevées et d'autres encore en cours. Les réformes effectuées concernant les lois fiscales essentielles, notamment la taxe sur la valeur ajoutée qui a été modifiée pour permettre l'exemption sur le riz et la farine de maïs pour que les citoyens les trouvent à des prix abordables. La Fédération rwandaise du secteur privé se dit satisfaite que le programme de collecte de l'impôt soit davantage facilité, mais qu'il y a des précisions qui doivent être faites. Les contribuables se servant de la technologie de facturation IBM ont presque triplé, passant de 29 000 à 90 000. Il est prévu qu'au cours de l'exercice budgétaire 2023-2024, les recettes fiscales collectées seront de 2237,2 milliards de francs rwandais. Certains acteurs de la santé sont convaincus que les réformes en cours pour le renforcement de la capacité et la recherche d'équipements nécessaires pour l'octroi de services sanitaires de bonne qualité donnent espoir que l'objectif du pays est d'être une plaque tournante du tourisme basé sur les services de santé sera atteint. Kassim Youssef.
Un peu partout sur le territoire national, et des hôpitaux sont en cours de rénovation et dans différentes parties de la ville de Kigali notamment, l'on observe des nouveaux bâtiments et d'autres qui surgissent de la terre pour le seul objectif d'octroyer des services sanitaires. Les efforts ne sont pas seulement déployés dans les infrastructures, mais également dans du matériel sanitaire moderne doté de la technologie de pointe qu'on ne trouvait pas au pays. Le docteur Sendegeya Augustin, en charge des activités sanitaires à l'hôpital Roi Faisal, indique que tous ces efforts de modernisation du secteur sanitaire rwandais ont réduit le nombre des patients qui allaient trouver ces services à l'extérieur. uko tubibona mu kanama gashinzwe cyangwa se kareba abarwayi cyane cyane bajya kwivuriza hanze. Le constat du comité qui aide les gens à se rendre à l'extérieur, se faire soigner avec un soutien du gouvernement. Il y a 3 éléments qui expliquent cela. Primo, ce sont les soins de transplantation rénale. Secondo, des soins en rapport avec les maladies cardiaques et ce qui s'y rendait pour des soins contre le cancer. Nous sommes maintenant en train de développer ces 3 aspects de santé. Je ne dirais pas qu'actuellement nous n'envoyons pas des gens à l'extérieur, mais depuis que nous avons débuté ces soins, même si ce n'est pas encore pendant longtemps, nous constatons que le nombre de ce qu'il est absolument nécessaire d'aller se faire soigner à l'extérieur diminue davantage, ce qui veut dire que prochainement, il en sera encore plus. Parmi ces infrastructures, il y a en outre des entreprises internationales telles que BioNTech qui commencent à avoir des branches au Rwanda pour produire des vaccins et le premier lot d'équipements BioNTech est déjà sur place. Il y a également IRCAD Africa, un institut sans but lucratif pour la formation et la recherche en chirurgie mini-invasive qui va bientôt ouvrir ses portes à Masaka et d'autres instituts internationaux en rapport avec ce secteur médical. Le département en charge du matériel et des bâtiments sanitaires au centre biomédical du Rwanda RBC indique que la construction de ces centres et instituts respecte les normes internationales. Ce sont des bâtiments remplissant les normes dans leur apparence, mais aussi dans ce qu'on appelle le contrôle de prévention contre l'infection, de façon que le patient se sent en sécurité et avec l'espoir qu'il n'attrapera pas d'autres maladies à l'hôpital. Et puis, ce sont des bâtiments dotés d'une technologie moderne en ce qui concerne la surveillance du patient et celle de l'air qu'on respire et sont également capables de traiter les déchets issus de ces hôpitaux. Les services sanitaires au Rwanda sont actuellement recherchés par des ressortissants étrangers parce qu'on les trouve dans différents hôpitaux. Les appareils qu'ils disposent ici nous aident beaucoup. Et puis, ça, même eux, ça les aide. Parce que ça leur permet d'écrire les médicaments. Or, vous avez besoin d'un examen qui est performant. Vous dites, bon, est-ce que réellement ces gens m'ont bien examiné? Voilà quelque chose qui nous excite de revenir ici, là où on t'examine avec insistance. Les réalisations acquises actuellement dans ce secteur donnent l'espoir que dans l'avenir, le nombre de ceux qui vont venir au Rwanda à la quête des services sanitaires va augmenter davantage. Par exemple, maintenant, le nombre de patients qui viennent du Congo, du Centrafrique, du Burundi, de l'Ouganda et de la Tanzanie augmente de plus en plus suite à tous ces services. Vous soignez certains et ils parlent aux autres et le nombre augmente ainsi. Parfois, nous avons ceux qui viennent même de l'Europe ou du Canada pour passer des tests parce que des fois, les rendez-vous dans ces pays prennent des jours. Nous faisons tout cela pour que les Rwandais aient accès à ces services comme c'est le cas pour d'autres,
qui envoient des gens se faire soigner ici de la même manière que nous envoyons des Rwandais. Je ne peux pas ne pas dire qu'il y a certains ressortissants des pays voisins qui nous demandent ce qu'il faut pour venir se faire soigner au Rwanda au lieu d'aller très loin comme en Inde ou en Afrique du Sud. Je ne dirais pas que nous sommes très avancés, mais le processus se poursuit et dans le bon sens. L'ingénieur Umutesi Francine revient en outre sur l'importance que revêtent ces centres sanitaires pour le pays et l'Afrique en général. En commençant par l'Institut IRCAD, c'est la place où l'on va bénéficier d'une formation. C'est comme aller en France, aux États-Unis, au Singapour et ailleurs, mais en Afrique, ce sera au Rwanda, ce qui veut dire que c'est pour des médecins qui viendront suivre une formation ici. L'avantage, c'est que nous allons commencer avec des médecins rwandais de manière à avoir des spécialistes qui formeront leurs collègues. Le Rwanda s'est fixé l'objectif d'être la plaque tournante du tourisme fondé sur les services sanitaires afin de faire face aux défis sanitaires auxquels le continent africain est confronté, objectif qui cadre particulièrement avec le développement du pays. Le ministère de la Jeunesse et des Arts indique vouloir discuter avec des artistes afin d'examiner ensemble comment œuvrer pour le développement de ce secteur. Les acteurs dans l'industrie des arts souhaitent que quelque chose soit fait pour qu'elle puisse être pourvoyeuse d'emplois favorisant la croissance de l'économie nationale. Kassim Youssef. Rumaga est poète, écrivain et compositeur de chansons. Ce jeune poète a déjà écrit 25 poèmes publiés en audio-vidéo. Il dit avoir environ 100 autres œuvres non encore publiées et qu'il faut au moins 30 personnes pour qu'une seule œuvre soit achevée. Shauku Africa est un orchestre de 4 jeunes anciens élèves de l'école d'art de Nyundo. Ils aident l'artiste Rumaga dans ses exercices, estiment que c'est par la musique qu'ils vont atteindre leur développement. Les acteurs dans l'industrie de l'art estiment que certains changements s'imposent pour que l'artiste puisse vivre de son talent. Le ministère, par exemple, devrait de prime abord se pencher sur les droits d'auteur. Nous allons en parler encore et encore et nous savons que c'est possible. Il faudrait qu'on approche les artistes parce qu'ils ont différentes expériences. Nous devrions savoir que celui qui a fait des études en marketing peut travailler dans les arts. Celui qui a fait des études en gestion des projets, par exemple, peut aider. Les capacités, on les a, mais ce qui manque, c'est le sérieux qu'il faut dans ce domaine. En ce mois de décembre, le ministère de la Jeunesse s'est vu attribuer d'autres responsabilités qui auparavant appartenaient au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Kwakira ubuhanzi muri ministère y'urubyiruko ni nk'amata abyaye amavuta. Avoir les arts au ministère de la Jeunesse, c'est comme du beurre issu du lait, comme l'indique l'adage rwandais. En fait, la majorité de la population du Rwanda comprend des jeunes, c'est-à-dire 65% des Rwandais ont moins de 30 ans. Beaucoup d'activités qui sont en cours, les innovations que proposent les jeunes, tant dans le cinéma que dans la rédaction des livres, comme ceux qui travaillent sur YouTube, des artistes, des danseurs, tous sont des jeunes. C'est dire que c'est leur travail qui revient dans leur département ministériel. Abahanzi, ababyinnyi bose ni urubyiruko. Ni nko kuvuga na akazi kabo kagarutse muri ministeri yabo. Dans son agenda, le ministère de la Jeunesse et des Arts envisage de travailler main dans la main avec des artistes pour examiner ensemble ce qui doit être fait pour développer ce domaine. Twumva tuzicarana ku meza amwe tukabazanya ikibazo cyoroshye ngo uru rwego rwacu rwitwa ubuhanzi
turarushaka Nous estimons que nous allons nous asseoir autour d'une même table et discuter sur l'évolution du domaine de l'art dans les 5 prochaines années au Rwanda. Trouver un compromis sur ce qui doit être fait, à qui nous adresser, discuter sur la contribution du gouvernement et sur le rôle qu'ils vont y jouer, voir ce que sera l'apport de notre secteur privé. En fait, trouver un compromis avec tout le monde sur ce que sera le rôle de tout un chacun dans ce domaine de l'art. L'art est un domaine qui signifie beaucoup dans l'économie nationale si une attention particulière lui est accordée. Le gouvernement du Rwanda a commencé à y investir en construisant des infrastructures qui aident ceux qui sont dans l'industrie de l'art. Le perfectionnement de la législation est relative et la mise en place des moyens propices pour le développement des talents, chose que souhaitent les artistes. Merci beaucoup Kassim Youssouf. L'art est un domaine qui signifie beaucoup pour l'économie nationale. Comme Kassim vient de le dire, nous avons un invité dans notre studio. Nous sommes avec Eric Kabela, fondateur de Kwetu Institute Film. Merci beaucoup. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Bonjour, c'est un plaisir. Dans votre carrière, parlez-nous de votre carrière, le parcours, le début. Merci beaucoup. Les débuts, ça a été vraiment les débuts du Rwanda nouveau, parce que quand on a quitté l'exil, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis né et grandi au Congo, dans l'ex-Zaïre comme on l'appelait, et à Goma précisément. Donc je me suis vu revenir au Rwanda, au pays, comme tant d'autres personnes, d'autres familles qui sont revenues au Rwanda. Et puis par là, j'ai commencé le métier du journalisme. Et j'étais un fixeur, j'étais un interprète, donc je travaillais avec pas mal de journalistes qui venaient couvrir au fait les événements de 94, le génocide perpétré contre les Tutsis. Donc c'est par là où a commencé ma carrière, ou le début au fait du cinéma, ou mon intérêt dans le métier. Voilà, ça, c'est quelque chose de très important, comme on vient de le dire, et ça rapporte beaucoup. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que c'est le business ou bien c'est une passion? Qu'est-ce qui vous motive, puisqu'on vient de comprendre que vous avez beaucoup de casquettes, mais vous avez choisi le film, le cinéma? Merci. Ce qui me motive, en fait, c'est l'histoire du Rwanda tout d'abord, l'histoire d'Afrique, et puis l'histoire en général. Donc, c'est parler, en fait, de l'humanité, des choses qui nous intéressent en tant qu'être humain. Donc, sur ce point-là, je ne dirais pas que c'est du business. Il y a même mes amis qui sont dans le business qui me taquinent, qui me disent que je suis toujours en train de faire le business d'émotion. Ouais, on peut le voir ainsi, mais c'est vraiment la passion. Tout a commencé quand on faisait les reportages en visitant les rescapés dans des différents coins du pays, en allant dans des différents coins et voir exactement l'après-génocide de 94 commis contre les Tutsis. Donc, sur ces points-là, c'est ce qui a été vraiment le début de ma carrière, et je me suis dit, je vais faire ça comme métier. Et vous parlez aussi que la première inspiration, c'était l'histoire du Rwanda. Est-ce que ça a un rapport avec le nom de Kwetu Film Institute? Normalement, le Kwetu Film Institute, ça s'appelle le Rwanda Film Institute. Et comme on a quand même les visions panafricanistes, on se dit, voilà, si on va par exemple au Ghana, au Nigeria et en Afrique du Sud, Kwetu, c'est très significatif parce que ça se dit chez soi, Murugo, à la maison. Et c'est comme ça qu'on a fait Kwetu Film Institute, en fait, le cinéma de chez soi, quoi. Voilà, c'est une passion alors. Et pourriez-vous nous parler du parcours, les meilleurs moments de votre carrière en très peu de temps? Wow, c'est vraiment très difficile de l'englober dans quelques minutes, mais les débuts, ça a été donc la rentrée au pays et puis les éléments qui ont été faits sur la mémoire. Et puis par là, j'ai été intéressé à produire le premier long métrage sur le génocide perpétré contre les Tutsis, donc le film 100 Days, qui a été coproduit et réalisé par Nick Hughes, qui est un journaliste qui a couvert le Rwanda de 1994 jusqu'à l'an 2000, même plus. Et par là, en ayant fait ça, ça a vraiment été les débuts de ma carrière. Donc par là, j'ai commencé à former de jeunes gens dans le métier du cinéma. J'ai fait le Centre national du cinéma, ou le Rwanda Cinema Center,
Donc pas mal de jeunes talents y ont vu au fait l'intérêt aussi d'embrasser le métier. Donc c'est un peu ça, un peu de mots. Et voilà. Donc, justement, parlant de formation, moi, la première fois quand j'ai connu Kwetu, il y avait un appel pour encourager les filles. C'est à quel moment vous avez commencé à faire l'égalité de genre, puisqu'il y avait vraiment la formation aussi des filles pour les apprendre à faire le métier aussi que les garçons pouvaient faire? Merci. Non, parce que les dames ou les jeunes demoiselles, surtout en Afrique, c'est pas seulement au Rwanda, en Afrique en général et au monde entier, c'est un métier quand même qui est très dominé par le genre masculin. Donc, on a toujours besoin d'avoir un appel ou d'appeler aux jeunes demoiselles, aux jeunes dames de venir aussi faire partie de ce métier. On a eu quand même pas mal de jeunes réalisatrices, des jeunes monteuses, des jeunes productrices, pas encore assez, mais ce qui est là, c'est que on a trouvé quand même beaucoup de talents qui se sont bien démarqués dans le métier. Donc, et ça, on a eu quand même pas mal de gens. On ne les forme pas seulement dans les cinémas, mais on fait la formation culturelle, civique et professionnelle et business, l'entrepreneuriat. Donc, une des entrepreneuses qui est sortie de ces formations, c'est Jocelyne Mtonio Sekia, Rwanda Clothing et pas mal d'autres qui sont passés par là. On leur montre au fait les chemins, comment penser différemment. Et c'est ça le rôle au fait du cinéma, parce que ça te donne quand même une myriade d'éléments qui peuvent être utilisés dans la vie. En termes de partenariat, est-ce qu'il y a des partenariats ou bien c'est juste les formations? Est-ce que ça avance ou bien c'est quelque chose où vous dites ça ralentit? Puisqu'on vient de dire on vient de suivre avec Kassim, notre collègue, que l'art c'est quelque chose de très important pour l'économie nationale. Alors de votre côté, quelle est votre contribution? Merci beaucoup. Il y a aussi d'autres éléments qui sont très importants, les éléments culturels, sociaux, politiques. Et visibilité. Donc, parce que une des raisons ou une des révoltes, c'est que quand j'allais par exemple dans des festivals internationaux, tu vas à Berlin ou à Londres ou à Paris, ou même en Afrique du Sud, les cinémas africains étaient vraiment moins présents, où la figure noire était moins présente. Donc, c'est par là que je me suis dit, c'est toute une mission. Ce n'est pas que du business, mais c'est toute une mission où le citoyen africain ou le Rwanda en particulier où je suis doit avoir sa place sur cette scène internationale, compte tenu aussi de notre histoire tragique. Donc du coup, on parle de l'Holocauste, la Shoah, et on se dit, voilà, les génocides perpétrés contre les Tutsis, ça a été quand même un événement le plus marquant de la fin du XXIe siècle. Et donc, je me suis dit, c'est plus qu'un business, c'est une responsabilité. Et par là, donc, je crée un genre d'un mouvement, donc un mouvement socio-culturel. Au fait, il y a aussi d'autres éléments qui importent l'aspect économique, parce que ça emploie les gens. Donc, si les gens ont de l'argent, ils se font créer de métiers. Donc, il y a pas mal d'autres métiers qui sont connexes dans le cinéma. Donc, il y a la lumière, le son, l'architecture. Donc, il y a pas mal d'autres éléments. Ce n'est pas seulement des trucs qui font les histoires pour amuser les gens. Oui, voilà. Alors, depuis le début, on vous connaît, vous êtes dans le cinéma, vous produisez, vous apprenez aux gens. Et un jour, un bon matin, on voit Women in Me. Pourquoi le film Women in Me? Oui, j'ai toujours tendance à faire des films socioculturels ou des films qui engagent un certain élément culturel et social. Et donc, je fais des films sur la mémoire, donc Les Gardiens de la mémoire, Au travers mes yeux, 100 Days, Iseta et pas mal d'autres. Et je fais aussi le film sur la jeunesse. Et c'est pas le film Le Woman in Me ou La femme en moi, c'est pas le premier film que je fais sur le thème du genre, parce qu'il y a deux autres films que j'avais fait, mais c'était pour le compte du Sénat, parce qu'il y a le forum de femmes parlementaires que j'ai suivi. Alors j'ai fait deux petits documentaires au-dessus, et ça a marqué les gens. Et comme on le sait, le Rwanda et en Afrique, il y a quand même une dimension de changement qui s'opère. Donc les femmes deviennent de plus en plus ils occupent des positions importantes dans des différentes fonctions, que ce soit dans l'administration
étatique, que ce soit dans le business et tout ça. Et le Rwanda, c'est quand même un phénomène particulier parce qu'on a plus de femmes parlementaires, de femmes qui se démarquent compte tenu de la situation socioculturelle qu'on a observée à travers l'Afrique et à travers le monde. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, j'ai une femme qui est pasteur et là, ça a été en partie une inspiration de voir comment est-ce que moi, en tant qu'homme, je vais dans l'église, il y a plus de 5000 femmes et je suis une partie de ces hommes-là qui fréquentent l'église. Donc, en partant, c'était un peu l'observation parce que certains de mes amis me disaient, mais comment tu te sens quand tu vas, par exemple, être entouré par toute une force de femmes qui sont dans votre église, mais partout ailleurs, c'est pas seulement l'église, mais c'est un peu ça l'inspiration. Et le film traite de cette dimension de réflexion genre, hommes et femmes. Comment est-ce que les hommes répondent autour de ces phénomènes de l'émancipation de la femme africaine en général et la femme rwandaise en particulier. Et c'est ce que le film montre en fait. Ouais. Merci beaucoup. Avant de vous laisser partir, j'ai un tout petit peu envie de faire un commentaire. Vos amis disent business d'émotion. Et j'aimerais vous dire, vous êtes dans un métier que vous aimez, c'est la passion. Et vous avez une femme qui a vraiment du succès dans ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Et vos enfants, est-ce que les enfants, ils sont où? Est-ce qu'ils aiment vraiment, ils sont passionnés par ce que vous faites? Parce que ce que vous faites, ce n'est pas du business. Vous êtes en train de faire un impact. Et quand on fait un impact, on a toujours tendance de dire, est-ce que nos enfants pourraient continuer une fois que je ne serai pas là ou bien que je vais arrêter? Vos enfants, est-ce qu'ils aiment ce que vous faites? Ils aiment ce que nous faisons, et moi et mon épouse. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont aussi tendance d'être dans l'art et dans la communication. Super. Donc, mes deux fils sont dans la communication et l'autre est dans l'art. Et mon garçon, il fait la musique, il fait la gestion. Ouais. Donc, du coup, il pique un peu parce qu'on est tous les produits de nos parents. Donc, voilà, un peu de moi, c'est un peu ça. Alors, quel autre chemin auriez-vous emprunté si ce n'était pas le film? Oh là là, moi j'aime bien parler, j'aime bien être autour des gens, donc j'aurais été toujours journaliste. Donc, business, oui, parce que mon père fut un businessman et dans tout ce que je fais, il y a toujours un angle de business que j'emprunte où il y a toute une philosophie, la façon dont je le fais, soit le real estate où j'attache ou comment je dirais, le tourisme ou la restauration. Donc, j'aime bien servir les gens autour de ces thèmes-là. Donc, j'aurais été journaliste ou hôtelier. Ouais. Alors, quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui nous regarde et qui s'inspire de vous, de votre métier, de votre carrière? Je crois qu'il faut être soi-même. Donc, il faut être soi-même. Il ne faut pas trop imiter ceux qui ne sont pas autour de vous. Et donc, il faut voir juste les réalités autour de vous et utiliser ça comme inspiration. Donc, moi, le Rwanda, c'est une grande inspiration. Le leadership, le président Kagame, c'est une inspiration. Et tu vois exactement tous ces éléments-là. Je dis, est-ce que je peux faire même le minimum de choses autour de ce que je vois autour de moi. Pas des mauvaises choses, mais des bonnes choses. Et quel peut être mon impact. Donc, c'est un peu ça. Voilà, être soi-même, être authentique. Ouais. Merci beaucoup, Eric Kawela. Merci beaucoup, Amandine. Merci. Voilà, c'est par ici que prend fin notre édition. C'était Amandine Dikouma-Sabo. On se retrouve dans une autre édition d'Actualité.